What does Los Angeles mean to me? I've always thought that LA is a place where dreams come true. Los Angeles is like an amazing city. It's not just a tourist destination for me, it's also home. Hello, je m'appelle Sophie Janinet et vous écoutez LA Portraits, le podcast d'une journaliste française qui n'aurait jamais imaginé qu'un jour elle se sentirait chez elle à Los Angeles. Los Angeles, la cité des anges, surtout celle des gens qui courent après leurs rêves, après Hollywood. Cet univers parallèle dont j'ai progressivement commencé à explorer les coulisses depuis mon arrivée ici. Très vite, alors que je me familiarisais avec cette industrie pas comme les autres, à qui l'on doit une grande partie du divertissement le plus consommé au monde, j'ai commencé à la voir vaciller. Le streaming, le Covid, l'arrivée de l'IA et la grève de 2023 ont eu un impact énorme sur Hollywood, qui traverse aujourd'hui une crise sans précédent. Entre 2018 et 2025, le pourcentage de films produits à Los Angeles a chuté d'environ 35% par an pour les films et 50% pour les séries. Des millions de gens, aujourd'hui sans emploi, se demandent ce qui les attend pour la suite. En juillet, dans une tentative de ressusciter l'industrie, le gouvernement de Californie a signé un décret qui accorde un crédit d'impôt de 750 millions de dollars pour les films et les séries tournés en Californie. Et la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est de savoir si cela va suffire à renverser la vapeur. Alors qu'en pensent les premiers concernés ? Est-ce la fin d'Hollywood telle qu'on l'a connue ? Est-ce que l'IA est en train de gagner la bataille de la créativité ? Dans cet épisode, je vous propose de passer de l'autre côté de l'écran pour prendre le pouls d'Hollywood, symbole ultime du rêve américain. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Au milieu de l'été, alors que Gavin Newsom, le très combatif gouverneur de Californie, venait de signer un décret destiné à stopper l'hémorragie d'Hollywood, dont la plupart des productions se sont délocalisées ces dernières années, David Fincher, lui, prenait ses quartiers à 1 km de chez moi. Ou plutôt sur mon strip. C'est comme ça qu'on appelle une rue commerçante ici. Alors tous les soirs, pendant le mois d'août, la rue que je fréquente quotidiennement, autant pour y faire mes courses que pour flâner, a été fermée à la circulation pour filmer la suite de Once Upon a Time in Hollywood. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de croiser Brad Pitt, et c'est dommage parce que j'aurais pourtant eu 2 mots à lui dire. Mais j'ai vu les devantures de boutiques familières se transformer, pour tous nous ramener à l'âge d'or d'Hollywood dans les années 70. Moi et les centaines de personnes qui affluaient quotidiennement pour venir se filmer et se photographier dans ce décor à ciel ouvert. Très vite, je me suis demandé ce que les commerçants concernés avaient pensé de tout ça. Alors j'ai pris mon micro et je suis allée les voir une fois que toute la frénésie était retombée. Alors je suis dans la rue et je vais essayer de rentrer dans un restaurant. Hi. Bonjour, est-ce que je peux vous demander ce que vous avez pensé du tournage de la suite de Once Upon a Time in Hollywood ici il y a un mois ? C'était assez cool, mais les restaurants et les bars locaux n'ont pas forcément reversé les compensations qu'ils ont perçues pour le manque à gagner à leur personnel. Ça aurait été mieux si la mairie leur avait imposé de le faire. Ça représentait un gros manque à gagner pour nous. Mais à part ça, c'était cool. Je soutiens l'industrie, j'en fais partie et je suis actrice. Donc c'est super de les voir filmer ici. Mais j'aurais préféré ne pas être pénalisée. Et en tant qu'actrice, tu penses que les incentives, les aides du gouvernement vont aider l'industrie ? I don't know. Ça, je n'en sais rien. On verra, j'espère. Je me suis ensuite rendue dans le salon de coiffure adjacent, Art Form Studio, qui vend aussi des vinyles et organise des soirées. Nalani, la coiffeuse qui tenait l'accueil ce jour-là, avait plutôt des bons retours sur le tournage. Oui, j'ai trouvé le tournage plutôt cool, surtout la transformation de la rue. Il y a eu quelques soucis, mais je dirais que la boîte de prod a plutôt été à notre écoute. Je ne sais pas si c'était le cas pour les autres magasins de la rue. En tout cas, ça a ramené pas mal de touristes. On a vu tellement de gens costumés rentrer ici pour se filmer et prendre des photos qu'au début, on a cru que c'était des figurants. Mais en fait, non. C'était juste des gens qui étaient venus kiffer. Je pense qu'il y en a qui sont entrés ici pendant le tournage qui ne nous connaissaient pas avant. Et maintenant, ils savent qu'on existe, donc c'est plutôt cool. Bien sûr, j'en ai aussi profité pour aborder avec Nalani le sujet des incentives.
I don't know too much about it. However, I do feel like... Honnêtement, j'en ai juste entendu parler, mais je pense que ça pourrait être une bonne chose. Il y a plein de gens ici qui cherchent du travail. On a une maquilleuse dans cette situation et j'espère qu'elle pourra travailler plus très bientôt. I think it would be a good idea. Nalani n'est pas la seule à vouloir y croire. C'est le cas de beaucoup de personnes impactées par la crise que traverse Hollywood. Je ne parle pas seulement des millions d'acteurs, de scénaristes, de techniciens et autres qui déferlent constamment à Los Angeles, venant du monde entier pour tenter de s'y faire une place. Mais aussi de tous les commerces locaux, comme le rappelle le mouvement Stay in LA, en français, Restez à Los Angeles, dont la pétition lancée en janvier dernier pour demander au gouvernement d'agir pour retenir les producteurs à Los Angeles a recueilli pas moins de 22 000 signatures, dont celles de stars comme Kenny Reeves. Et puis, il y a toutes les professions moins connues, qui dépendent aussi de l'industrie, comme celle d'une Française, Sophie Fang, a.k.a. The French Sophie, qui est coach de langue et professeure d'enfants acteurs sur les tournages. Malgré son rhume, Sophie a accepté de partager son avis sur le sujet. Pourquoi c'est important pour nous, des incentives. Mon mari et moi, on travaille tous les deux dans l'industrie du film. Bon, déjà, il faut que tu saches qu'il y a donc 400% d'augmentation de demandes, de projets en ce moment à Los Angeles, qui est vraiment hallucinant. Surtout ces 2 dernières années. C'est vraiment 2 années avec les grèves super difficiles. On a vraiment pris ça de plein fouet. Nous, on a eu des collègues qui ont perdu leur maison, qui ont perdu, bien sûr, leur travail, qui ont tout perdu, qui ont dû déménager ailleurs, même avec de la famille, ça a affecté leur famille, bien sûr. Et quand j'ai entendu l'annonce en janvier qu'il y aurait des incentives en juin, j'étais vraiment soulagée parce qu'on se disait que c'était vraiment d'une part ça qui manquait, parce que le gros truc en fait, c'est que les productions en ce moment s'exportent là où elles n'ont pas besoin de payer l'assurance maladie. Donc Canada, Europe, là où il y a la couverture maladie qui est inclus dans les services publics. Et parce que c'est un gros coût, quoi. Les frais de syndic, etc. sont des coûts énormes pour les productions en Californie. Et donc, il y en a beaucoup qui se retrouvaient plus sans ces fameuses subventions, ces incentives. Ça va quand même faire énormément de différence, je pense. Donc, d'une part, là, ça commence déjà à faire, nous, de la différence par rapport à mon mari. Il a déjà de plus en plus de boulot. Il a commencé comme paramedic sur les studios et sur les tournages. Donc c'est-à-dire premiers soins, premiers secours. Et puis il s'est formé ensuite à tout ce qui est sûreté de travail. Donc sûreté, que ce soit au niveau de la construction des tournages, mais aussi bien sûr les cascades et les effets spéciaux. Et donc d'ailleurs, grâce aux incentives, il y a une nouvelle prérogative par rapport à ces incentives, et c'est non négociable, c'est qu'il faut absolument engager un consultant en sécurité. Et parce qu'il y a eu trop d'accidents de tournage, etc. Pour moi, ça change aussi les choses. Moi, donc voilà, je suis prof d'enfant acteur depuis 2 ans. C'est un métier extraordinaire et très important. Mais on attend tous avec impatience que les choses reprennent, et on nous a dit là que octobre-novembre, ça devait redémarrer. Donc on a hâte. Si pour Sophie et son mari, les choses ont déjà commencé à s'arranger, ce n'est pas le cas de Claire Dodin. Cette Française a créé son studio de production vocale bilingue pour le doublage et l'animation. Et elle n'est pas aussi optimiste pour le futur. Je m'appelle Claire Dodin, j'ai une boîte de production d'animation à Los Angeles. Et les incentives qui reviennent sur la Californie, c'est une très très bonne nouvelle, surtout que cette fois-ci l'animation est éligible, ce qui est une autre très bonne nouvelle. Mais malheureusement, ces incentives n'affecteront pas les petites boîtes de production comme la mienne, parce qu'il faut un budget minimum de $1 million. Et c'est bien dommage, les petites entreprises embauchent beaucoup de gens et on est toujours exclus de tout, nous on doit se débrouiller tout seul.
Si j'avais droit aux incentives, je pourrais peut-être embaucher quelqu'un de plus. Donc, mon souhait pour l'avenir, c'est que les gros studios fassent revenir l'animation ici, bien sûr, mais aussi qu'au niveau politique, le gouvernement prenne en compte les petites entreprises comme la mienne, parce que nous n'avons pas délocalisé en dehors du pays et on est pourtant toujours les oubliés de toutes les incentives. J'ai aussi demandé son avis à Joel Rock, directeur artistique et créateur de décors de cinéma britannique. Il fait partie de ceux qui, récemment, ont dû frapper à d'autres portes que celles du cinéma. Ça fait 30 ans que j'ai fait des décors et des accessoires. Je suis aussi directeur artistique. Personnellement, je dirais que les incentives arrivent trop tard. Il s'est passé bien trop de choses. L'industrie est à genoux à ce stade. On paye pour les erreurs de certains. Je pense que les syndicats nous l'ont fait à l'envers. C'est dommage qu'on soit aussi nombreux maintenant à devoir chercher des boulots hors de l'industrie. Hollywood is no longer going to be Hollywood. Définitivement, tout va changer ici. J'ai déjà commencé à prendre des boulots de création pour l'événementiel au lieu de travailler pour le cinéma. Il y a des petits sursauts, mais globalement, il ne se passe pas grand-chose. Si vous trouvez Joel un petit peu dramatique, sachez que certains journaux ici titrent avec la question que tout le monde semble se poser. Est-ce que c'est la fin du rêve hollywoodien ? Pour comprendre comment on est arrivé là, revenons en arrière. Il y a un peu plus de 2 ans, Hollywood entrait dans son 2e mois de grève. Tous les jours, des centaines de personnes se réunissaient sous un soleil de plomb devant les studios, brandissant des pancartes toutes plus créatives les unes que les autres, pour dénoncer le ras-le-bol général de toutes les professions. À l'époque, on a pu voir Jennifer Coolidge, Pedro Pascal et Sarah Jessica Parker se joindre au mouvement, comme des centaines d'autres célébrités, certains amenant des pizzas et des bouteilles d'eau aux manifestants pour les soutenir. En septembre 2023, je me suis rendue sur place avec mon micro pour parler avec les grévistes qui dénonçaient le manque à gagner qu'ils subissaient à cause du streaming et de l'arrivée de l'IA. J'avais également pu rencontrer Syra Hyder, une chef monteuse à qui l'on doit entre autres la suite de Souviens-toi l'été dernier, qui est sortie en France en juillet dernier. Je lui avais alors demandé si elle avait vu venir ce mouvement de contestation. Oui, je l'ai vu venir, étant donné la façon dont les offres de streaming ont changé l'industrie. Ça s'est passé assez vite. Pendant mes études, il existait encore cette excitation à l'idée d'aller voir un film dans une salle de cinéma. Netflix commençait tout juste à produire ses propres séries. D'ailleurs, je me rappelle du jour où j'ai commencé House of Cards et de m'être dit « Waouh, je peux regarder la saison entière d'un coup ?» J'étais impressionnée. Mais le fait est que ça a changé les choses. Les gens ont commencé à avoir de moins en moins envie de se déplacer pour aller au cinéma, alors qu'il n'y a qu'à attendre pour voir le film chez soi, à la demande, sur sa télé. Le rythme de production s'est accéléré aussi. Ils embauchaient moins pour dépenser moins. C'était clair que les studios tournaient ça à leur avantage. Et puis, il y a l'opacité qui entourait tout ça. Personne ne connaissait les chiffres d'audience. Netflix ne voulait pas les publier. Du coup, là où avant, le salaire des acteurs était augmenté par une prime en fonction du nombre de spectateurs, c'est devenu un montant fixe, sans prime puisque l'audience était cachée. Ce genre de situation dégénère vite. C'était sûr que ça allait exploser. Heureusement, à la fin du mois de septembre 2023, la grève a pris fin. Je me souviens des images de joie que j'ai vues passer sur les réseaux sociaux à ce moment-là, notamment des scènes de liesse dans un des bars qui servait de QG à toute une équipe de scénaristes. Il y avait de l'espoir dans l'air. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, comme je vous le disais, l'espoir a laissé la place à la désillusion pour beaucoup de gens. Je le ressens d'autant plus que l'enjeu a changé pour moi. Ces gens qui s'inquiètent de leur futur, j'en compte maintenant parmi mes amis. C'est arrivé complètement par hasard, je ne l'ai pas cherché, mais je me souviens du jour, il y a un peu moins d'1 an, où j'ai réalisé que la plupart de mes proches ici sont en lien avec Hollywood. Elle et il sont documentaristes, monteurs, coucou Wicked, mixeurs, dessinatrices, stylistes et costumières. Et puis il y a ce copain qui est une des personnes les plus drôles que je connaisse, alors qu'il préfère écrire des drames. Une directrice de la création d'un studio, coucou Gladiator 2. Son mec qui lit des livres pour en acquérir les droits d'adaptation. Et bien sûr, plusieurs producteurs et assistants de production. La plupart travaillent dans des bureaux le jour pour payer le loyer, mais cravachent les soirs et les week-ends sur leurs projets perso, où ils sont réalisateurs, scénaristes, acteurs, etc. Certains projets sont même payés de leur poche. Parmi ces gens avec qui j'aime me balader, dire des bêtises ou refaire le monde,
Celles et ceux pour qui tout va bien et qui ne se sentent pas du tout sur la sellette se font de plus en plus rares. Il y a eu pas mal de vagues de licenciements assez brutales en 2024, et certains en ont fait les frais. Beaucoup de ceux qui ont encore leur job ne se laissent pas une seconde de répit par peur de le perdre. Et puis, il y a ceux qui désespèrent, ne trouvent rien, s'entendent parfois dire qu'ils sont trop qualifiés. Ils partagent leur temps entre petits boulots alimentaires et casting ou entretien. Certains envisagent une reconversion, déjà entamée pour une minorité. Parmi les coupables de la disparition de certains emplois, je vous le disais, il y a le streaming et aussi l'IA, qui inquiète le secteur depuis quelques années déjà. Grâce à la grève de 2023, les studios ne peuvent théoriquement pas utiliser l'IA pour écrire ou réécrire des scénarios. Et les acteurs, dont l'image ou la voix sont utilisés pour générer des dialogues, doivent y consentir. C'est un sujet que j'avais aussi abordé avec Syra Haider. Au moment de l'interview, Netflix venait de sortir un autre film sur lequel elle a travaillé, l'excellent The Cloned Tyrone, qui m'a autant rappelé les grandes heures de Guy Ritchie que l'iconique Get Out de Jordan Peele. Le tout avec une touche de dystopie. Excuse me, kind sir, but if you could point me to the elevator that leads down to the freaky laboratory, I'll be out your atmosphere. Comme j'avais adoré ce film, j'avais demandé à Syra si, selon elle, un scénario comme celui-ci aurait pu avoir été imaginé par l'IA. Non, je ne pense pas qu'une IA puisse concevoir un film comme ça. Il est tellement unique. La première fois que j'ai lu le script, je l'ai trouvé si original, différent de tout ce que j'avais lu auparavant. Vraiment génial. Un film comme ça, il faut énormément de créativité pour l'imaginer et avoir un vrai don pour raconter des histoires. Est-ce qu'on peut y distinguer les 8 séquences typiques d'une structure narrative ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut identifier l'acte 1 de l'acte 2, etc. Oui, une machine peut expliquer à tout le monde cette méthode. Mais ce qui touche les gens avec ce film et qui les fait réfléchir, c'est ce qui n'est pas explicitement dit. Si une IA pouvait concevoir un script pareil, là je commencerais à avoir peur. Mais je n'y crois pas. Je ne sais pas prédire l'évolution de la technologie, et peut-être que je me trompe. Mais je n'imagine pas l'intelligence artificielle capable d'un jour aller au-delà de l'imaginable, de ce qui existe déjà, de penser une histoire jamais entendue ou subversive. Dans les 5 ou 10 prochaines années, je peux l'imaginer aider à coordonner les caméras pour un plan multiséquence, par exemple, ou une autre tâche à automatiser, ça oui. Mais la touche qui transforme quelque chose en art, ça non. J'ai beau être d'accord avec Syra, entre-temps, il y a eu plein de choses. La sortie de Where the Robots Grow, le premier film d'animation conçu avec de l'intelligence artificielle, suivi de l'annonce de OpenAI du lancement de la production de Critters, qui devrait être conçu en 9 mois et avec seulement 30 millions de dollars grâce à l'aide de l'IA. Et enfin, Google a sorti un outil de génération de vidéos tellement puissant qu'il a permis au réalisateur Samir Malal de créer un court-métrage de 12 minutes dont la photographie réaliste peut tellement faire illusion que le célèbre producteur britannique Richard Osman a commenté. J'ai vu ça et je me suis dit, bon, c'est la fin d'un chapitre de l'histoire du divertissement et le début d'un nouveau. TikTok, les pubs, les bandes annonces, toutes ces choses seront en grande partie générées par l'IA d'ici à 2027. Alors est-ce qu'il est temps de baisser les bras ? C'est ce que je commençais à craindre quand, cet été, il s'est produit quelque chose d'incroyable. Si je vous dis K-pop Demon Hunters, ça vous parle ? Depuis quelques semaines, ce film d'animation est devenu le long-métrage le plus visionné sur Netflix avec plus de 236 millions de visionnages dans le monde entier. Et si vous n'avez pas vu le moment où Djokovic a fait un geste de la choré d'une des chansons sur le court de tennis, il n'y a qu'à faire un tour sur TikTok pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Entre covers par des célébrités comme la jeune britannique Ellie Bank ou alors reprises de cours d'école. Songs from the soundtrack cracked the top 10 of the Billboard Hot 100. Number 1. You're gonna be golden. Oh, no more hiding. Now I'm shining. Peut-être que vous êtes comme moi et que les mangas et la K-pop, ce n'est pas trop votre truc. Mais il faut avouer que ce comeback inattendu est vraiment fantastique. Ce film, c'est une assez petite production, entièrement portée par Maggie Kang, une réalisatrice canadienne née à Séoul, un peu inconnue au bataillon, malgré sa participation à des succès comme Kung Fu Panda. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a porté ce projet à bout de bras contre vents et marées.
Je vous raconte. En 2021, alors que les cinémas sont toujours désertés à cause du Covid, le studio d'animation de Sony cherche désespérément une solution pour sauver les meubles. Netflix leur propose alors de racheter un lot de films, dont certains sont encore en production. Parmi eux, K-pop Demon Hunter, un film d'animation musicale à l'univers manga, imprégné des mythes et traditions ancestrales coréennes, et qui aborde le sujet de la santé mentale dans la culture asiatique à travers l'histoire d'un groupe de K-pop dont les chanteuses utilisent leur voix pour chasser des démons. Sony avait déjà investi une centaine de millions de dollars dans ce projet qui a été racheté par Netflix pour seulement 20 millions. Le géant du streaming finalise alors le projet en 2 ans et le sort sur sa plateforme sans aucune promotion, de manière confidentielle, ce qui peut laisser imaginer un certain manque d'enthousiasme du côté des équipes de production. Contre toute attente, le film a eu une trajectoire inespérée, avec des résultats très bas les premiers jours, avant d'amorcer progressivement une courbe de croissance inarrêtable, jusqu'à devenir, je vous le disais, le film le plus vu de l'histoire de la plateforme, avec une bande originale en tête des charts dans plusieurs pays. Netflix a bien sûr senti le vent tourner et a immédiatement organisé un week-end de projection en salle, dont les billets ont été vendus à vitesse grand V. Pourquoi ce succès est réjouissant ? Déjà parce qu'on aime tous les histoires d'outsiders. Mais surtout parce que ce film, loin d'être parfait, est un produit 100% humain, qui a su toucher des millions de gens par-delà les frontières et les cultures, malgré ses imperfections. Plus qu'une preuve, il est donc un rappel aux grands studios que les projets comme celui-ci, portés pendant des années et sans concession par leurs créateurs, inconnus mais passionnés et par toute une équipe, valent la peine d'investir. Même dans un monde où le streaming et la multiplication des écrans rendent plus difficile que jamais d'attirer les spectateurs et de capter leur attention jusqu'au bout. Ce succès-là a donc un goût de revanche qui redonne foi à pas mal de gens ici. Quant à savoir si ce rappel, associé aux incentives du gouvernement de Californie, suffiront à redonner du souffle à l'industrie, seul le futur le dira. Et même si toute l'économie de Los Angeles repose sur le divertissement et que son effondrement peut sembler terrifiant, les feux de janvier dernier m'ont appris une chose sur cette ville. Elle n'abandonne jamais et elle se réinvente toujours. Est-ce que la planète Los Angeles va continuer à graviter autour de l'astre Hollywood ? Peut-être pas. Mais d'une façon ou d'une autre, j'ai envie de croire qu'elle continuera à briller. Voilà, c'est tout pour cet épisode de LA Portraits. Peut-être le premier d'une série sur l'American Dream ou sur l'intelligence artificielle, à moins que ce soit le premier d'une série sur la K-pop. Je suis preneuse de vos avis. J'ai aussi hâte de lire vos retours en commentaire sur les réseaux sociaux ou sur toutes les plateformes de podcast où vous pouvez écouter LA Portraits. Comme d'habitude, les liens sont dans la description. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cet épisode à tous vos potes, qu'ils soient plutôt Team Oscar ou Team Emmys. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de LA Portraits.